C'est un travail qu'on a fait avec ma complice, Angèle Bilodeau. C'est un travail qu'on a fait depuis 5 ans. Certains d'entre vous le connaissent, mais ça me semblait important de vous le rappeler. Et parce que, en fait, depuis 15 ans qu'on anime la chaire Approche communautaire en égalité de santé, on a toujours dit, on ne vous dira jamais quoi faire, on va juste vous dire ce que vous faites. Et c'est ce que je viens faire aujourd'hui. Donc, quand on parle d'inégalité de santé, on parle souvent du modèle de l'OMS, puis en fait, finalement, ce que nous dit l'OMS, c'est que c'est les conditions matérielles dans la vie de tous les jours, conditions sociales et matérielles dans la vie de tous les jours, qui produisent la santé et les inégalités de santé. C'est pas les hôpitaux, M. Bergel, c'est dommage, mais c'est ainsi. Et en fait, l'OMS recommandait dans sa commission de 2008, la première recommandation pour combler l'écart en une génération, c'est d'améliorer la vie au quotidien. Et ça, l'amélioration de la vie au quotidien, c'est les organisations communautaires en grande partie. C'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation « Les organisateurs communautaires, finalement, sont des promoteurs de santé ». Et c'est l'initiative montréalaise. Vous savez, il y a 50 ans, le Québec créait les CLSC, il les a mis à la poubelle il n'y a pas longtemps. Depuis une vingtaine d'années, à Montréal, on a créé l'initiative montréalaise, les tables de quartier, et en le mettant, et c'est une idée qui commence aussi à avoir de la visibilité dans le monde, et c'est aussi une innovation québécoise que nous, on a mis sous étude pour essayer de voir comment ça marche. Donc, cette idée d'améliorer dans la vie au quotidien venait aussi de la Charte d'Ottawa, dont une des 5 stratégies d'action aussi était de créer des milieux favorables. Donc, depuis à peu près 2010, on met les tables de quartier, l'initiative montréalaise, merci à Centraide, la Direction de santé publique et la Ville de Montréal, qui sont les financeurs avec la Coalition montréalaise des tables de quartier, qui est un des fiduciaires. Et finalement, ce que ça fait, c'est 3 millions par année. Hein? Depuis 20 ans, ça fait quand même 60 millions. Qui financent 30 tables de quartier, qui sont des coalitions locales intersectorielles, qui soutiennent l'analyse des besoins locaux, qui développent des priorités, des plans d'action, et qui soutiennent l'implantation de projets d'amélioration dans les quartiers. On parle vraiment d'actions communautaires pour améliorer la vie dans les quartiers, éventuellement. Comme le disait le commissaire de l'OMS, combler le fossé en une génération. Donc, ce sont des structures de rencontres et d'échanges des principaux acteurs du quartier pour créer une action, améliorer la vie au quotidien. C'est structuré à base bénévole, non hiérarchisé. Donc, ce sont des réseaux qui développent une vision partagée et globale des problèmes locaux et qui établissent des priorités et qui animent et coordonnent des actions de transformation. Okay? Ça ne produit pas des journées en bonne santé pour quelqu'un qui souffre de cancer. Okay? Ça essaie de faire en sorte que les gens ne se rendent pas à l'hôpital. Donc, la question de recherche avec laquelle on était parti, c'est si ça ne produit pas effectivement quelque chose qu'on mesure facilement, parce qu'on se fait souvent dire, hein, qu'est-ce que vous faites finalement et qu'est-ce que ça change? Donc, ce qu'on est parti comme question, c'est est-ce qu'on est capable de lier des processus à des transformations observables dans les milieux de vie? Une question assez simple. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi des tables de quartier pendant 4 ans, 5 ans. Et on les a suivis à la trace. Et on a suivi des organisateurs communautaires. On a analysé des milliers de pages de procès-verbaux de réunions. On a assisté à des réunions. On a demandé à des gens de nous parler de ce qu'ils faisaient, de nous dire c'est quoi que vous avez parlé au téléphone avec telle personne quand vous l'avez appelé à tel moment, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça fait une table de quartier dans un quartier. Fait que c'est ça. Donc, 3 tables volontaires. Dans chaque table, un système d'action lié à un objectif spécifique. On a étudié des comptes rendus, on a fait des observations, on a fait des entretiens périodiques, puis on a demandé à des gens de tenir des journaux de bord. Donc, nos principaux résultats, qu'est-ce qu'on a observé après 4 ans? Bien, les pratiques sociales des tables de quartier, ça mène à des transformations réelles. Il y a des choses qui changent.
ces transformations-là peuvent être un peu triviales, puis celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'apparition de bancs en route vers une épicerie pour que les personnes âgées de l'ouest de l'est de l'île puissent aller faire leur épicerie à pied. Une personne âgée ne peut pas faire 1 ou 2 kilomètres sans s'asseoir à un moment donné. Quand il n'y a pas de banc, c'est difficile de s'asseoir. Donc, on prend un taxi, mais quand il y a des bancs, on y va à pied. Trivial. Okay? Mais c'est une amélioration de la vie quotidienne qui permet aux gens d'être actifs. Donc, ces transformations-là concernent des ressources matérielles, des ressources sociales aussi. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les tables, ça produit. C'est pas eux qui produisent les transformations. Okay? Ils ne peuvent pas se dire, regardez, c'est nous qu'on a fait ça. Okay? Fait que ça les embête un peu, parce que habituellement, effectivement, on paie celui qui fait. Puis en passant, des fois, il se prend 30 %, mais ça, c'est un autre problème. Mais ce qu'on a vu que faisaient les tables, finalement, ils font 12 choses qu'on met dans 3 paniers. Le premier panier, c'est la mobilisation des acteurs et des ressources. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mobilisent les gens sur une question. Et s'il n'y a pas de mobilisation au départ, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de transformation. La deuxième chose qu'ils font, ils créent des intermédiaires et des porte-paroles, puis ils travaillent avec. La troisième chose qu'ils font, c'est qu'ils créent et maintiennent des réseaux. En fait, ces 12 choses-là, dans ces 3 paniers-là, okay, portent l'action et mènent à des transformations. Donc, en termes de mobilisation des acteurs et des ressources, ils font 3 choses. Ils déplacent des acteurs. Ils font en sorte qu'à un moment donné, un PDG va se retrouver dans une salle avec des citoyens. Ils le font. Ils font en sorte, à un moment donné, qu'un directeur d'arrondissement va se retrouver dans une salle avec des citoyens, va les écouter. Ils déplacent des acteurs. Ils captent des ressources. Centraide ne donne pas de l'argent comme ça, qui en veut. Ça prend des gens pour remplir le formulaire, ça prend des gens pour développer le projet, capter des ressources. Les ressources, c'est pas dans les arbres, il faut travailler pour les avoir, et ce travail-là se fait dans les tables de quartier. Et ils engagent des acteurs décisionnels. Ça, en termes de mobilisation des ressources, ça prend des ressources pour créer des transformations. Ils travaillent avec des intermédiaires et des porte-paroles. Donc, ils produisent des intermédiaires, produisent des rapports, produisent des synthèses. Ils font en sorte que la parole des gens se promène indépendamment des gens. Un rapport, c'est ça, finalement. C'est que ça porte la parole sans que les gens aient besoin d'y être. Ça place ces intermédiaires-là. Hey, lisez-le donc, ce rapport-là. Vous allez comprendre ce que les citoyens veulent. Ça met en mouvement les intermédiaires. Ça leur permet, ça les indique des directions à prendre. Ça représente ces porte-paroles-là. Ça fait du plaidoyer autour de ça. Puis ça solidifie les porte-paroles. Ça les rend plus sérieux, plus solides. Ils travaillent, ils retravaillent sur ces porte-paroles-là. Et ça crée le soutien des réseaux locaux, donc crée des réseaux, structure la gouvernance des réseaux, résout les controverses, parce qu'évidemment, quand on travaille ensemble, on n'est pas tous du même avis, mais l'intérêt, c'est effectivement, si on veut déplacer des acteurs, il faut aligner les intérêts, et finalement, ça renforce des réseaux. Je veux juste vous raconter l'histoire des bancs de parc à Mercier. OK? Ça a commencé, ça, par la table de quartier qui crée un comité milieu de vie. Ça a créé un nouveau comité milieu de vie. Ce comité-là a reçu un financement de Centraide parce qu'il l'a demandé. Et finalement, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un portrait du quartier. Puis là, ils se sont aperçus que les personnes âgées n'allaient pas effectivement à l'épicerie à pied parce qu'ils avaient peur de s'arrêter à mi-chemin et d'être poignés là. Donc, ils ont fait des cafés urbains autour de cette question-là. Cafés urbains desquels ils ont fait des synthèses. Okay, donc, les chaînes d'action peuvent tourner en rond ou à un moment donné, effectivement, ils ont placé, en remettant cette première synthèse-là aux élus locaux.
Les élus locaux, finalement, se sont dit sensibles aux perspectives des aînés, donc se sont déplacés par rapport à leurs préoccupations habituelles, et finalement sont allés effectivement dans les acteurs d'arrondissement pour s'engager et finalement avoir une lettre et finalement avoir des bancs de parc. On a refait exactement le même processus et les mêmes idées autour de nos 12, ce qu'on appelle résultats transitoires, avec l'établissement de la serre dans Hochelaga-Maisonneuve. Et là, on a eu, au lieu d'avoir une chaîne de 8 résultats transitoires comme ça, on en a 72. Et on a suivi. C'est un projet beaucoup plus complexe, construire une serre à Hochelaga-Maisonneuve. Donc, je conclus. Okay? L'action intersectorielle locale sur les déterminants sociaux de la santé permet des transformations dans les milieux. Ces transformations correspondent aux besoins locaux, culturels et historiques d'un quartier. Les coalitions intersectorielles locales opèrent par des résultats transitoires. Ce n'est pas eux qui sont allés placer des bancs de parc, mais c'est eux qui ont fait en sorte qu'il y ait des bancs de parc qui soient là et qui correspondent aux besoins des citoyens. Puis en fait, les programmes comme l'Initiative montréalaise, finalement, sont des modèles. En France, ça commence à bouger autour de ça. Merci beaucoup.